Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Alors j'imagine que vous avez dû regarder un petit peu la passation de pouvoir hier, au moins d'un coin de l'œil. C'est marrant cette tête que vous faites parce que, on va pas se mentir, vous êtes passé, c'était en avril, je crois, en avril dans l'émission. Oui. Vous m'avez dit, il ne fera pas des miracles. Que ce soit Fillon ou Macron, ils ne feront pas des miracles. Vous lui reconnaissez quand même du talent politique, un sens du leadership. Mais pour vous, je vous ai lu, il y a une tribune dans Le Monde, vous avez sorti, où vous dites, vous écrivez, vous lui reprochez le décalage entre son programme consensuel et les besoins du pays. Tout ça est trop sage, c'est trop raisonnable aujourd'hui, le programme de Macron. C'est ça votre sentiment, hein? Alors, c'est vrai que sur le plan strictement personnel, il a d'indéniables qualités. Une capacité de charisme, ça c'est indéniable, une capacité de rassemblement. Sa formation, je crois, rassemble 300 000 personnes, elle a un petit peu plus d'un an d'âge, donc c'est vrai. Il a une capacité de pédagogie aussi, il sait séduire des gens de différentes origines, il a une capacité de réflexion et de décision, donc il a des atouts personnels, ça c'est indéniable. Bon. Et puis c'est le mec qui m'intéresse. Son parcours est tout à fait exceptionnel. Hein, hors norme. Hors norme. Mais ce décalage entre justement ce qu'il propose et les défis et les besoins du oui, pays. parce que ce qu'il a proposé, c'était quand même contraint par, évidemment, les contours de la majorité qu'il peut envisager. Voilà. Et c'est pas un programme, qu'on va dire, dans l'ensemble, trop raisonnable. Voilà, presque normal, si je puis dire. Et quand je vois, par exemple, 60 milliards d'économies de dépenses, je ne me réfère pas uniquement à l'ampleur des chiffres, si vous voulez, mais c'est pas très documenté. Quand je vois des mesures de type baisse de la taxe d'habitation de 80%, je me dis qu'il fait du Hollande, là, ça sert à rien. Enfin, vous ne voyez pas l'utilité économique de cette mesure de suppression? Non, mais surtout, je veux dire... Voilà quand même quelqu'un qui arrive en France, à la tête de l'État en France en mai 2017. On accumule un stock de problèmes du fait de nos 30, 35, voire 40 ans d'immobilisme. Stock de dettes, stock de chômeurs déqualifiés, voilà, stock de pauvres, stock de problèmes accumulés au fur et à mesure du temps. Et ce n'est pas des mesures partielles, graduelles, qui sont, à mon avis, à la hauteur des événements. Voilà. Il y a trop d'obstacles aussi, selon vous, sociaux, économiques, politiques. Ça sera trop compliqué, peut-être pour lui, pour Emmanuel Macron, de redresser le pays, de redresser économiquement la France? Depuis très longtemps, j'ai le même discours sur la France, si vous voulez, quels que soient les présidents, quelles que soient les velléités politiques. Le déclin n'est pas un phénomène statique, c'est un phénomène dynamique, qui s'auto-entretient en quelque sorte. Ça fait à peu près 35-40 ans qu'on tient qu'on sous-performe les pays comparables en termes de croissance du PIB par habitant. Donc forcément, quand vous sous-performez, que vous avez une croissance du PIB par habitant qui est très faible, vous avez des frustrations, des angoisses, des colères qui se manifestent d'ailleurs dans le vote. Mais comment on y répond à ces angoisses, à ces colères, à ces frustrations? On y répond par la précaution, par la protection. D'où l'hyper-réglementation, d'où l'addiction aux dépenses publiques, d'où l'hyper-protection, le discours hyper-protecteur. Et donc, de ce fait, vous renforcez la sous-performance de la France. Donc pour moi, le système est dynamique. En plus, ce qu'on observe, c'est que la France est quand même, comme l'Italie, si vous voulez, c'est un maquis de rente. Dès que vous touchez un petit truc, c'est la panique. Voilà. Et donc, quand vous voulez vraiment introduire des réformes ambitieuses, forcément, ça a un coût politique, social, mais également économique. C'est récessif, d'une certaine manière. À court terme? Oui, mais à court terme, mais vu le cumul de retard sur les 30 dernières années, c'est d'autant plus difficile. Pensez, alors, la situation n'est pas comparable, mais pensez à l'Union soviétique. Pendant 70 ans, elle a raconté n'importe quoi, enfin, sur le plan économique. Elle a raconté n'importe quoi en disant que le peuple soviétique était à l'avant-garde du monde, etc. Mais n'empêche que ce pays a décliné. Lorsqu'on a remis en cause la logique du système, les solidarités qu'il y avait dans le système étatique soviétique, tout s'est effondré, comme un château de cartes. Alors heureusement, on n'est pas dans cette situation, mais il est indéniable que le secteur privé concurrentiel est devenu aujourd'hui minoritaire, non seulement politiquement et sociologiquement, mais également économiquement. Et c'est très, très, très difficile de remettre ça en cause. Et en même temps, il a affirmé hier qu'il ne céderait rien des engagements qu'il a pris. C'est comme de bon augure, même si c'est trop raisonnable, le fait de dire « je ne céderai sur rien ».
Écoutez, on verra d'ailleurs le principal problème qui va se poser immédiatement pour lui, ça va être deux choses. Un, la constitution d'une majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne fait pas de réforme structurelle, on ne fait pas de réforme fiscale, budgétaire, si on n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Et deux, la qualité du dialogue qu'il va instaurer avec l'Allemagne. Ça, c'est bien. Il part avec un actif là-dedans par rapport à l'Allemagne, parce que c'est vrai que sur les 11 candidats, c'est le seul qui a défendu une ligne, on va dire, pro-européenne. Ouais. Donc il a une capacité, une crédibilité, une capacité de négociation qui est indéniable. Mais là encore, il ne faut pas se faire d'illusions face à Angela Merkel. Face à Angela Merkel, il faut quand même donner des gages. Et des gages, c'est les réformes structurelles. La réforme du Code du travail, voilà. Par ordonnance, c'est dedans. Hein. Oui, mais il faut des vraies réformes. Dans la corbeille de la Marielle. Hein. Il faut des vraies réformes. Les finances publiques, et même peut-être une attitude un peu plus engageante que celle qu'avait eue Manuel Valls à l'égard des réfugiés, par exemple. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Le timing, il est élu, il arrive à l'Élysée, Emmanuel Macron, il préside la France au moment où l'embellie économique se confirme, c'est mou, mais quand même, il y a du... Voilà, on le voit en zone euro, même le FMI au niveau du mondial l'a confirmé. Est-ce que cette reprise économique, c'est de nature justement à favoriser l'immobilisme ou au contraire, c'est le moment maintenant de faire les réformes? Vous savez que l'histoire a déjà jugé, hein, l'histoire contemporaine a déjà jugé là-dessus. En général, hélas, si vous prenez la période, l'embellie économique très forte qu'on a eue à la fin des années 80, c'était le gouvernement Rocard, ça a été gâché. Ça a été gâché en termes de vraies réformes structurelles ou de marge de manœuvre budgétaire. La fin des années 90, on parlait de la cagnotte à l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Avec Chirac. Donc ça a été gâché également. Donc voilà, en général, c'est gâché. Bon, là, attention, embellie économique, c'est 1,5% de croissance. Oui. Hein, voilà. Mais on vient de 1. Oui, ça fait 50%. Oui, c'est mieux. Non, mais je veux dire, à la fin des années 80, c'était 4,5, en 88, 89, ou plus de 4. Fin des années 90, en 2000, on a plus de 4% de croissance. C'est quand même... c'est pas seulement en France. Partout dans le monde, on voit un tassement de la croissance. Mais l'idée, c'est que les réformes de fond, elles sont plus faciles à faire en période de vache grasse ou de vache maigre, parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Quand on est au pied du mur, on se dit c'est maintenant qu'il faut aller faire les réformes. Quand on n'a pas le choix, ou on se dit finalement il y a un peu de croissance. On sait que ça coûte à court terme, mais les bénéfices attendus sont plutôt à moyen terme. Écoutez, quand il y a un peu de croissance, c'est là où il faut les faire. Sur le plan de la rationalité, il faut mieux quand même que l'environnement macro soit porteur. Parce que comme ça, les coûts des ajustements structurels, les coûts des ajustements en termes de dépenses publiques, etc., se ressentent moins. Mais sur le plan politique, l'expérience montre qu'on se satisfait, l'environnement favorable pousse plutôt encore plus d'immobilisme. Bon, après, accordons à Emmanuel Macron le bénéfice du doute quand même. Hein. Bon, on verra ça au moment des premières réformes, notamment le passage par ordonnance ou pas de la réforme du Code du travail. On imagine que ça peut peut-être déclencher des tempêtes sociales. Mais c'est ça. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de nuisance de certains syndicats. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir une majorité au Parlement, mais il n'y a pas que ça en France. Hein. En France, moi, je crois qu'on pourra juger véritablement Macron lorsqu'il fera face à la confrontation, à une véritable confrontation des forces hostiles au changement, et qui sont très fortes en France. On l'a encore vu quand même lors de ces élections. Quand on voit que les deux candidats à peu près sérieux n'ont fait que 44% des voix au premier tour, lorsqu'on voit que même Macron, si vous voulez, au premier tour ne fait que 24% des suffrages exprimés, c'est quand même le troisième plus mauvais score des présidents élus de la Ve République. Alors donc c'est dubitatif sur sa capacité à réussir? Non, mais c'est même pas dubitatif. Regardez, il n'y a pas d'engouement de fond. Il y a un engouement médiatique parce que le personnage apparaît sympathique, jeune, nouveau, etc. Ça, je comprends bien. Mais il n'y a même pas d'engouement de la population. Regardez, au deuxième tour, il a fait 66% des suffrages exprimés contre Marine Le Pen. Mais si vous regardez en pourcentage des inscrits, et donc vous neutralisez l'effet vote blanc, nul et l'abstention, il est à 43,5. C'est-à-dire qu'il est juste dans la moyenne. Il est dans la moyenne des présidents élus au deuxième tour. Alors qu'il avait face à lui Marine Le Pen. Un mot des marchés, Jean-Pierre Petit, qui ont un petit peu boudé, on va le dire comme ça, l'élection d'Emmanuel Macron. Le CAC 40 qui a baissé un petit % la semaine dernière. Vous allez me dire qu'ils avaient largement anticipé sa victoire avant le premier tour. Il y a aussi l'échéance des législatives qui peut aussi peser un petit peu, qui bloque un petit peu le CAC 40. Alors, tout a été joué entre les deux tours en réalité. Puisque 7%. On a fait 7,5, l'Eurostoxx a fait un peu plus de 6, et le S&P 500, vous voyez, le benchmark des actions mondiales n'a fait que 1,5. Donc il y a vraiment une surperformance de la France en Europe et de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. Yes. Donc ça a été joué.
Voilà. Après, il n'y a pas un potentiel énorme. Qu'est-ce qu'on va avoir comme flux de nouvelles? On va avoir la constitution du Premier ministre, on va avoir peut-être quelques annonces, et puis tout de suite, vous venez de le signaler, on va rentrer dans la période des élections législatives. Donc c'est un frein, encore une fois, on a un mois de... Un frein, alors pas complètement, parce que c'est quand même important d'avoir le président de la République quand même. Parce que le président de la République, même s'il avait une majorité parlementaire contraire à la majorité présidentielle, il va quand même garder ce qu'on appelle le domaine réservé dans la Ve République, c'est-à-dire la défense et les affaires étrangères, et notamment les affaires européennes. Il ne faut pas oublier que là, donc, pour les marchés, on avait, face au risque Le Pen ou Mélenchon, un Emmanuel Macron qui restera compétent quand même dans toute la partie négociation, enfin qui restera au moins partiellement compétent dans toute la partie négociation européenne. Dans le pire des cas. Voilà. Un mot sinon de l'indice de volatilité. C'est intéressant parce que c'est l'anticipation par les acteurs du marché de la variation future, la volatilité implicite sur les actions européennes. On est à un niveau de 14%, on était à 25% juste avant le premier tour de la présidentielle. Ce n'est pas exagérément bas. Il n'y a pas trop de sérénité chez les investisseurs. Il y a une prélude souvent des tempêtes d'ailleurs. Bah oui, il y a une complaisance du marché, mais vous venez de signaler l'indice de la VIX, mais il n'y a pas que ça. Il y a les ratios entre les bulls et les bears qui est très élevé. Il y a toute une série d'indicateurs techniques de marché, de configuration technique, et d'indicateurs de sentiment de marché qui sont quand même, d'un point de vue contrariant, c'est effectivement assez négatif. Et ce d'autant que... par exemple, le nombre les baisses du S&P 500 quotidiennes, etc., ont été très faibles depuis le début de l'année. Et pareil pour les indices européens. On a quelques indicateurs qui montrent quand même qu'il y a une certaine complaisance du marché à l'égard de Macron, mais il n'y a pas que Macron. Il y a la macro mondiale aussi qui aide, il y a les révisions de résultats, voilà. Et là, tant mieux, c'est plutôt favorable tout ça. Oui, c'est plutôt favorable. On a des résultats qui sont meilleurs que prévu. Et Macron, c'était un point très très important. Ça libère quand même beaucoup d'espace, ça réduit le brouillard, parce que sur le plan du risque politique européen, il n'y a plus rien avant les élections italiennes du printemps 2018. prochain. Donc on a beaucoup de visibilité. Les élections en Allemagne ne vont rien changer, d'une part parce que il est probable que Angela Merkel l'emporte et que même si c'était un quatrième mandat, ça fait rêver. Et que même si c'était Martin Schulz, de toute façon, du point de vue je dirais même que du point de vue de la coopération avec Macron, ce serait même un peu plus favorable. Bon, un petit mot de la Fed dans les éléments positifs, parce que la Fed qui semble peut-être moins pressée de relever ses taux d'intérêt, c'est Charles Evans, alors c'est pas le plus connu, je ne sais pas si on a les images, c'est le président de la Fed de Chicago. Il nous parle d'une, voire peut-être 2 hausses de taux supplémentaires cette année. Les marchés attendent au minimum 2 hausses de taux, il y en a un des deux qui se trompe. Non, mais vous voyez, ce qui est plus important... C'est le signal qui est envoyé. Oui, c'est le signal qui est envoyé. Et la Fed, si vous voulez, elle risque de ne pas changer grand-chose. Effectivement, il y aura une hausse des taux au mois de juin. Ensuite, il n'y a pas de raison d'en rajouter beaucoup plus. Mais ce qui va changer, là, un petit peu plus dans le paysage des banques centrales mondiales, surtout du monde riche, c'est l'attitude de la BCE. Parce que, au niveau de la liquidité mondiale, la BCE joue quand même un rôle extrêmement important. Il n'y a pas que la Réserve fédérale. Son bilan, d'ailleurs, le bilan, on l'a appris il y a très peu, le bilan de la BCE est supérieur au bilan de la Fed, ce qui prouve qu'elle a fait beaucoup de rachats d'actifs. Elle a fait beaucoup de rachats. Et là, pour la première fois depuis très très longtemps, on risque de voir, lors de la réunion du 2 juin, quand même un durcissement de ton. Dans la communication. Dans la communication, oui, dans ce qu'on appelle la forward guidance. Oui, mais la forward guidance a un impact sur les marchés. Hein. Voilà. Ce n'est pas le fait uniquement de relever ou de baisser le taux d'intérêt directeur officiel. On n'en est pas là, on va la BCE. Non, on n'en est pas là. La hausse de taux de la BCE, ce n'est pas avant 2019, fin 2018, non, mais vous savez 2019. Le caractère très accommodant des politiques monétaires depuis la grande crise, ce n'est pas tellement les modifications de taux directeur, parce qu'ils sont passés très rapidement en territoire nul ou négatif parfois. Ça a été ce qu'on appelait l'assouplissement quantitatif et la forward guidance, c'est-à-dire la capacité à peser sur les anticipations futures. Et là, ça peut changer. Pourquoi? Pour Mario Draghi, parce que l'environnement politique s'améliore considérablement, les risques politiques se réduisent très considérablement. La deuxième chose, c'est que l'embellie économique se confirme. Vous savez que la zone euro est probablement la grande région économique dans le monde qui surprend le plus à la hausse, au moins depuis le début de l'année. Et puis, c'est vrai que sur certains indicateurs, on voit l'inflation sous-jacente remonter un peu. On est loin des... on est loin des 2%. Oui, mais d'accord, mais dans le sens, si vous voulez. Dans le sens, c'est plutôt favorable à un retournement. Ça ne veut pas dire que la Banque Centrale Européenne va mener une politique monétaire restrictive, mais elle va mener une politique monétaire
moins accommodante. Et ça, peut-être que les officiels européens, le pouvoir politique européen, notamment en France, l'a peut-être pas bien compris, qu'il ne faut pas attendre éternellement un soutien de la BCE, d'autant que Mario Draghi s'en va en 2019. Voilà. Alors, il y a ça, si vous voulez, mais même à court terme, ça veut dire que ce n'est pas tellement pour les gouvernements ou pour l'économie très directement, c'est plus pour les marchés. Les marchés, quand même, ont été énormément aidés au cours des dernières années par l'attitude très accommodante des grandes banques centrales du monde riche. On a parlé de la Réserve fédérale, la BCE, la Banque du Japon et même la Banque d'Angleterre, s'y sont mis quand même. Et donc, elles ont joué un rôle essentiel. Là, on voit que deux banques centrales, quand même, les deux plus importantes, vont à peu près dans le même sens, mais plutôt dans le sens du retournement. Ça a déjà commencé avec la Réserve fédérale. Oui, mais il n'y a pas de fourmis, quoi. Je veux dire, on est vraiment... Non, mais quand on a pour le marché action, il ne faut pas grand-chose. C'est le delta, c'est le momentum, si vous voulez, qui compte. C'est pas, évidemment, si jamais la Réserve fédérale nous relevait ses taux à la mi-juin de 50 points de base, alors qu'il n'y a que 25 prévus, là c'est un bain de sang. Et ça, elle ne le fera pas. C'est pas du tout en plus le message qui est envoyé par ce président de la Fed de Chicago qui dit un voire deux, même plutôt une hausse de taux que deux. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait une erreur si la Fed ne remontait que une seule fois de 0,25% ses taux d'intérêt. Tout dépend de sa communication, si vous voulez. Tout dépend de sa communication. Pour l'instant, la Fed, ça tient à peu près parce que la conjoncture n'a pas été excellente au premier trimestre. L'inflation remonte, mais très gentiment. Création d'emplois, on a encore eu 230 000 créations d'emplois le mois dernier. Ouais, on est même au-dessus de la moyenne du cycle, donc c'est tout à fait exceptionnel. Alors attention, parce que les coûts salariaux aussi, même s'ils ne sont pas à des niveaux délirants, sont quand même en moyenne à peu près un petit peu au-dessus de 2,5. Donc voilà. Il y a ça, et encore une fois, il suffit d'un changement, même marginal, qui peut impacter plutôt, c'est pas tellement l'économie, si vous voulez, c'est plus les marchés de capitaux. Moi, ce qui m'a plus inquiété en écoutant le président de la Fed de Chicago, c'est pas le fait qu'ils disent une hausse de taux, voire deux maximum, c'est qu'il a commencé à parler de la réduction de la taille du bilan de la Fed. Pardon, c'est un peu complexe, mais c'est hyper important parce que 4 500 milliards de dollars, tous ces bons du Trésor, notamment, qui ont été achetés, qui sont stockés. Quand ils arrivaient à échéance, jusqu'à présent, la Fed, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle réinvestissait les tombées, c'est comme ça qu'on appelle ça. Sauf que là, la question, c'est qu'elle pourrait retirer l'argent du cycle en fait, vous savez, de la David, grande... Non, mais vous me voyez venir. Non, et là, pour le coup, si elle nous dit refaire venir le bilan à 800 milliards de dollars d'ici 3-4 ans, soit le niveau d'avant-crise, ça, c'est une hausse de taux puissance 10. Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'il faut regarder, moi, je dis mieux. Non, bien sûr. C'est les conditions monétaires, en fait. C'est pas seulement le taux d'intérêt directeur, c'est tout ce qu'elle a fait en termes d'assouplissement quantitatif et de forward guidance. Le vrai risque, il est là. Mais vous savez, la Réserve fédérale a déjà modifié sa politique monétaire dès 2014 quand elle a annoncé qu'elle arrêterait le quantitative easing. Et en fait, bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais il existe des techniques aujourd'hui pour mesurer le vrai taux directeur. Voilà ce que vous venez de dire à travers l'équivalent de la réduction du bilan, ce qu'on appelle un taux shadow qui existe. Et il était à -3 en mai 2014 et il commence à remonter progressivement depuis mai 2014. Et là, on est passé en territoire. Pour l'instant, la Fed ne retire pas de l'argent du système. Non, mais ça va participer du resserrement. Alors, faisons confiance à la Fed, elle va le faire de façon très progressive, de façon très communiquée pour éviter les fluctuations de marché, mais il est bien évident que ça participe quand même d'un comportement moins accommodant maintenant des banques centrales. Et la BCE va, elle, à partir d'un niveau beaucoup plus bas... Tranquillement. Oui, mais tranquillement, mais c'est le signal du retournement. D'ailleurs, on ne sait rien sur la BCE. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, en termes de communication, ça va bouger. Elle sera peut-être un peu moins colombe, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 60 milliards d'euros d'achat d'actifs tous les mois jusqu'à décembre 2016. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. 2017. J'ai dit quoi? 2016. Ouais, 2017. Voilà. Oui, non, elle ne va pas annoncer une réduction tout de suite, je ne pense pas. Ça passera à 40, puis à 30. Oui, mais elle va faire ça progressivement. Mais le signe est quand même, c'est très important pour les liquidités internationales. Le signal est un peu moins favorable qu'auparavant, c'est tout. Vous aviez un gros vecteur de la montée des marchés qui était quand même indéniablement au cours des 8 dernières années, qui était le comportement de façon vraiment accommodant comme jamais on l'avait vu. Voilà. Ce qu'on a vu ou pas, vous avez vu des crises, vous, oui. 87, crise asiatique, crise subprime. Quand on a un petit peu de mémoire, tout resserrement monétaire dans l'histoire, ça a été compliqué pour les marchés. Bien sûr. Et donc, surtout quand on arrive à la fin, quoi. Oui, et là, ça serait un exploit de réussir à normaliser, alors on ne sait pas à quel niveau, sûrement un niveau beaucoup plus bas que dans le passé. C'est tout le problème. Parce que quand on regarde sans casse financière. Écoutez, je suis désolé d'avoir à dire, mais si je prends les 3 derniers, je ne vais pas remonter à la moyenne de l'après Seconde Guerre mondiale, mais si je reprends par exemple 86-89, resserrement monétaire, ça se finit en quoi? Ça se finit, il faut bien le dire, en récession, même si ce n'est pas la cause unique
de 90 et très forte correction de marché. Si je prends le long cycle de resserrement de 94-2000, ça a pris 6 ans, ça se finit en récession et en bear market, sachant qu'il y avait une survalorisation de la bulle Internet à l'époque, en bear market entre 2000 et 2002. Quand je prends celui de 2004-2006, ça dure que 2 ans, le resserrement monétaire, ça se finit comment? Alors ça prend du temps, mais ça se finit quand même en récession et en bear market, même s'il y avait d'autres causes qui ont accentué le bear market, qui ont accentué la récession. Ce n'était pas la cause unique. Voilà. Pourquoi on réussirait? Là, on a échoué les 3 dernières fois. Écoutez, sachant qu'il y a beaucoup plus de dettes à l'origine, au niveau mondial, il y a 2 fois plus de dettes dans le monde aujourd'hui qu'au moment de la Je suis dernière d'accord. crise. Un jour, il y aura une récession. Simplement, ce qu'on ne sait pas fixer au jour où on parle, là, c'est le curseur. C'est à quel niveau de taux maximum, par exemple, si je prends le taux directeur, on arrivera à une récession et un bear market. On ne sait pas quel est le niveau de taux qui est supportable pour les agents économiques, pour les États, pour les ménages. On ne connaît pas le seuil, en fait. Le seuil, c'est à un moment donné, si le taux passe au-dessus de, par exemple, 2,50, au-dessus de 3, il va y avoir des conditions... Pour qui? Attendez, pour qui? Pour l'Amérique? Non, le taux directeur. Ah, taux aux directeur, États-Unis. oui. Ah non, la Banque Centrale Européenne, on a encore le temps, a priori. Non, je pensais au taux à 10 ans américain. Non, mais n'oubliez pas, parce que ce que je vous signalais tout à l'heure, ça concernait les cycles de resserrement, ça concernait les États-Unis, mais il y a eu une récession aux États-Unis, mais il y a eu aussi une récession mondiale. Voilà. Ou du moins un fort ralentissement de l'économie mondiale. Non, mais vous écoutez, le monde ne supportera pas des taux d'intérêt élevés ou plus élevés? Plus élevés. Là, aujourd'hui... la Réserve fédérale va relever ses taux à la mi-juin. Est-ce qu'il va y avoir une récession derrière? Ma réponse est non. On n'a aucun indicateur sérieux qui tende à inférer d'une récession avec une probabilité élevée. Non. Mais c'est l'effet de seuil. Vous savez, quand la Réserve fédérale a relevé ses taux entre 2004 et 2006, je vais prendre la dernière phase. En 2006, lorsqu'elle arrête, donne des signes, les gens sont assez confiants, ils se disent « Ah finalement… » On est à quel niveau? On est à quoi? 4, 5? On est à quel niveau? À l'époque, on monte jusqu'à 5,50. Ouais. Voilà. Et on resserre de plus de 400 points de base par rapport au niveau qu'on avait eu jusqu'en juin 2004. On n'en est pas là aujourd'hui. Non, mais vous savez, après, c'est ce que vous venez de me dire, c'est le degré de sensibilité de l'économie. L'économie américaine n'a jamais été aussi endettée, vous venez de le dire. Donc elle est plus jamais sensible. Été financiarisée. Donc après, c'est plus une affaire d'art que de science, la politique monétaire. On ne sait jamais, on continue de relever, on teste le truc, on essaye de voir si ça marche ou ça ne marche pas, mais au bout d'un moment, ça casse quand même. En 2006, vous voyez, le consensus pensait vers la fin 2006-2007 que le resserrement monétaire s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de problème. Et puis résultat, quand même un secteur extrêmement sensible au taux d'intérêt, le secteur immobilier résidentiel, a commencé à se retourner et a emmené avec lui le shadow banking, la titrisation de masse, et emmené l'ensemble du système bancaire mondial à la casse. Que des bons souvenirs, vous nous rappelez là. C'est la vie. Bon, merci à vous, merci pour ces commentaires. Jean-Pierre Petit, l'économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Merci à vous, bye. À bientôt David.